crise au sein du CDP semble s'enliser. L'ordonnance du juge des référés rendue hier, loin d'aplanir les divergences, creuse plus l'écart. La non-interdiction à Achille Tapsoba, l'utilisation du nom du parti et du logo par le juge a suscité une vague d'indignation dans le camp de Eddy Kombouego. Du coup, la tension est montée d'un cran entre pro-Eddy et pro-Achille. Et puis, malgré l'arsenal juridique dont dispose le Burkina Faso dans la lutte contre le travail des enfants, le phénomène prend de l'ampleur. L'État veut actualiser ses données en la matière pour mieux peaufiner sa stratégie de lutte. Une enquête nationale se tiendra donc du 10 novembre au 10 décembre prochain. En sport, football, depuis hier, on connaît le meilleur joueur de football de l'année. Le Ballon d'Or 2022 est revenu à Karim Benzema du Real Madrid. Pendant ce temps, le Sénégalais Sadio Mané s'est arraché le prix Socrates, le tout premier d'ailleurs pour son engagement communautaire dans son pays. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, direction le siège du Parti de l'Épi et de la DABA pour ouvrir ce journal. Là-bas, les esprits se sont échauffés hier. L'ordonnance rendue par le juge des référés suite à la requête de Eddy Kombouego d'interdire au camp Achille Tapsoba l'utilisation du nom et du logo du parti en est la cause. Quand l'aile historique surfe sur cette ordonnance pour que Achille Tapsoba siège comme président par intérim du CDP, avec tout ce que cette mesure engendre, les partisans de Eddy Kombouego sont indignés. La teneur de l'ordonnance qui a suscité ce bras de fer avec Maxime Ilboudou. Ambiance tendue au siège du Congrès pour la démocratie et le progrès cet après-midi du lundi 17 octobre entre les partisans de Achille Tapsoba et ceux de Eddy Kombouego. Pendant que ce dernier s'apprêtait à tenir un point de presse sur le contenu de l'ordonnance du juge du tribunal de grande instance dans l'affaire de la présidence du CDP, un groupuscule de militants se réclamant du camp de l'aile historique avec un huissier font irruption pour sceller les locaux du siège. L'autre camp s'oppose et les esprits s'échauffent. Il a fallu l'intervention de la compagnie républicaine de sécurité pour calmer les deux parties. Est-ce que vous avez vu une partie qui dit qu'il faut retirer le CDP? Le CDP a été retiré pour donner à Achille Tapsoba. Nullement. Donc, il ne peut pas sceller. Lorsque le huissier a lu le dispositif, c'est-à-dire cette décision-là, le huissier a dit, sur cette base, je ne peux pas sceller le siège du CDP. Il aurait fallu une ordonnance qui vous donne raison et qui me donne droit de sceller le CDP. Le huissier leur a remis leur papier et rentré chez lui. C'est ainsi qu'ils ont mobilisé quelques groupuscules pour venir faire de la violence au CDP. Le point d'achoppement, c'est cette ordonnance du juge sur la requête de Eddy Kombouego interdisant le camp de Achille de poser tout acte pour et au nom du CDP et de représenter le parti de quelque façon que ce soit. Alors que la juridiction saisie se montre incompétente à trancher, Achille Tapsoba, dans un communiqué, annonce que son opposant a été débouté et que c'est lui qui continue d'assurer l'intérim du CDP. La réaction de l'autre parti ne s'est pas fait attendre. Le sieur Achille Tapsoba, qui a fait rapidement ce communiqué juste après le verdict, savait qu'il voulait manipuler les esprits. Ça n'a absolument rien à voir avec le communiqué. Il n'y a qu'à lire son communiqué et vous avez cette décision de justice où partout on dit que Eddy a perdu le procès, Eddy n'est plus le président du parti, Eddy. Donc c'est de la manipulation. Et comme ils l'ont toujours fait, ils n'ont pas changé leur méthode. Et c'est vraiment dommage. L'autre problème, c'est le récépissé du parti qui tarde à être délivré. Pourtant, selon les textes, le ministère en charge de l'administration territoriale a 2 mois pour statuer sur la question. 10 mois après le congrès, la décision du ministère se fait toujours attendre. Eddy Kombouego espère qu'avec les nouvelles autorités, une issue favorable sera trouvée. Le fait de ne pas délivrer le récépissé n'est pas du tout normal. Et il faut que très rapidement, cela soit régularisé. Donc c'est un abus de l'administration
qui n'a pas sorti ce récépissé. Nous osons croire qu'avec ce changement, le récépissé, les choses iront dans l'ordre. Nous ne sommes pas un parti voyou, un parti de casse. Nous sommes un parti respectueux. Bien que nos droits aient été piétinés, nous suivons les voies administratives et juridiques et judiciaires pour rentrer dans nos droits parce que nous sommes démocrates. Nous n'avons pas pu entrer en contact avec le camp Achille Tapsouba pour avoir sa version des faits quand nous bouclons ce reportage. Qu'à cela ne tienne, cette ordonnance du juge relance une fois de plus le feuilleton où chaque aile tire à boulet rouge sur son adversaire. À présent, c'est avis aux ménages. Préparez-vous à accueillir les agents enquêteurs de l'État du 10 novembre au 10 décembre prochain. L'enquête va concerner le travail des enfants, ce mal silencieux qui vole souvent l'enfance des tout-petits. Une enquête pour actualiser les données en la matière qui date maintenant de 2006. Elle est suscitée aussi par le fait que le phénomène soit de plus en plus en vogue du fait du boom minier et des déplacements internes des populations qui ouvrent une grande porte à plusieurs enfants au travail comme moyen de subsistance. Les précisions de Maxime Ilboudou. Le travail des enfants demeure une problématique persistante au Burkina Faso. Avec le boom minier, les enfants représentent 30% de la main-d'œuvre sur les sites d'orpaillage selon une étude de l'ONG Terre des Hommes. Pourtant, de nombreuses dispositions juridiques interdisent les pires formes de travail des enfants. La réalité est tout autre sur le terrain. De l'orpaillage au petit commerce, des milliers d'enfants mettent leur vie en danger au quotidien. Beaucoup d'enfants continuent d'être exploités malgré les sensibilisations, malgré que le corpus juridique au Burkina Faso est assez riche. Mais ils continuent d'être exploités du fait de la situation de vulnérabilité que vivent les familles. Vous savez qu'avec le déplacement des populations, beaucoup d'enfants n'ont plus la chance d'aller à l'école. Les parents ont perdu leurs biens et ces enfants sont obligés aujourd'hui de travailler pour pouvoir compléter le revenu familial. Les autorités en sont bien conscientes, c'est pourquoi le ministère en charge de la protection sociale mise sur la sensibilisation et la prévention contre cette pratique qui constitue un frein à la scolarisation des enfants et à leur santé physique. Le pays s'est même doté en 2019 d'une stratégie de lutte contre les pires formes de travail des enfants. L'idée est de réduire la prévalence des enfants économiquement actifs. Il y a déjà des motifs de satisfaction puisque ce taux est passé de 41% en 2006 à 25% en 2020. Il y a dans certaines régions où il y a déjà eu ces cas et l'administration est intervenue pour retirer ces enfants de ces milieux de travail et aussi sensibiliser les acteurs sur les effets du travail des enfants. En termes aussi, il faut dire que le pays aussi a adhéré à des conventions auxquelles il faut vérifier pour s'assurer que nous allons dans la mise en œuvre de ces conventions. Les récentes données du pays sur le travail des enfants datent de 2006. Des chiffres qui rendent peu efficace la mise en œuvre des politiques de développement. Alors, pour actualiser les statistiques, une enquête nationale sera réalisée durant la période du 10 novembre au 10 décembre 2022 par l'Institut national de la statistique et de la démographie. Cela permettra également de savoir combien d'enfants ne sont pas allés à l'école, mais qui se retrouvent en situation de travail, et les raisons pour lesquelles ces enfants se retrouvent en situation de travail et les circonstances dans lesquelles ces enfants sont en situation de travail. On veut savoir quelles sont les causes réelles et également quelles sont les nouvelles causes, en plus de celles qui avaient été identifiées en 2006 en lien avec le travail des enfants au Burkina Faso. Et l'organisation de cette enquête en 2022 est la bienvenue parce qu'elle va permettre d'actualiser nos données et de voir quelles sont les nouvelles actions que nous pouvons proposer pour lutter contre le travail des enfants au Burkina Faso. Une soixantaine d'agents recenseurs sont en formation dans le cadre de cette enquête. Une semaine durant, ils vont se familiariser avec le questionnaire de dénombrement et les techniques de collecte des données. Une fois sur le terrain, il va d'abord procéder à un dénombrement, c'est-à-dire à un comptage des ménages de la zone de dénombrement. Quand il va finir de compter, voilà, automatiquement, on va choisir maintenant 12 ménages. Et ce sont ces 12 ménages-là qui seront vraiment enquêtés. Je demande si les enfants sont là, les enfants de moins de 5 à 17 ans. S'ils sont là, je les enregistre d'abord
Je demande d'abord quel travail ils font. Pourquoi ils font ce travail-là? Quelle est la cause de le travail qu'ils font là? Cette formation est aussi une occasion pour les enquêteurs de mettre sur la table les difficultés rencontrées sur le terrain. Des fois, ils disent que vous êtes venus, bon, et ils n'ont pas ce temps-là. Maintenant, d'autres demandent aussi, est-ce que c'est pour en manger ou bien vous êtes venus pour les espionner? L'insécurité, à certains ménages, eux-mêmes, ils disent que tu ne dois même pas dépasser 30 minutes dans un ménage. L'enquête nationale sur le travail des enfants va coûter plus de 147 millions de francs CFA et va couvrir 3398 ménages dans les zones relativement sécurisées. Les premiers résultats sont attendus en janvier 2023. Plus de 147 millions de francs CFA à débourser par l'État pour actualiser ces données sur le travail des enfants afin d'asseoir les politiques qui sied pour lutter contre le phénomène. Depuis 2018, il injecte des centaines de milliards dans les secteurs défense et sécurité. De 200 milliards par exemple en 2018, il est passé à 500 milliards de francs CFA en cette année 2022. Un financement dont la majeure partie va dans les dépenses de fonctionnement plutôt que dans la logistique à même de permettre aux soldats de lutter efficacement contre le terrorisme. En tout cas, c'est ce que révèle le rapport d'études publié par le CIFWEB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget et Oxford Policy Management en juillet dernier sur l'aperçu analytique de l'économie et des finances publiques au Burkina Faso. Toutes les précisions de Archimède Boy. L'évolution des dotations budgétaires liées à la défense et à la sécurité au Burkina Faso ont connu une hausse de 2018 à 2022. Les montants sont passés de plus de 200 milliards à près de 500 milliards de francs CFA. Cependant, cette augmentation budgétaire n'améliore pas la situation sécuritaire, constate le dernier rapport du CIFWEB et d'Oxford Policy Management. Ce document publié en juillet dernier lie cela au fait que les crédits budgétaires sont à majorité alloués aux dépenses de fonctionnement des secteurs défense-sécurité au moment où le pays manque d'armement adéquat pour endiguer l'hydre terroriste. Une situation que ces structures initiatrices de l'étude qualifient de paradoxe sécuritaire. Pour démontrer cette incohérence entre dépenses militaires et efficacité de la lutte contre le terrorisme, le CIFWEB et Oxford Policy Management s'appuient sur une enquête de l'ISS, l'Institut d'études de sécurité de Bamako. Selon cet institut, du 25 janvier au 8 avril 2022, soit en 100 jours, le Burkina a enregistré 610 attaques terroristes, occasionnant 567 morts. L'autre secteur qui a connu une hausse de son budget selon cette étude, c'est l'agriculture. Le budget est passé de 8,1% à 9,7% dans la loi de finances ajustée de 2022, un supplément lié à la crise alimentaire actuelle. Ils expliquent cela par le fait que le secteur agricole est l'un des secteurs qui est très impacté par la crise sécuritaire. Il y a un déplacement massif des populations rurales, donc il y a des zones entières qu'on ne cultive plus. Alors ça joue sur la production céréalière. Donc on a dû augmenter le budget de l'agriculture pour faire face, pour vraiment, par exemple, acheter par exemple des vivres. Cependant, les ajustements de budget n'ont pas permis d'améliorer la part dédiée à la santé. Or, l'indice de sécurité sanitaire mondiale indique que le pays ne dispose pas d'un système de santé robuste capable de faire face aux différents défis sanitaires. Et puis, s'il y a un mal qui plombe les efforts dans l'administration publique burkinabé, c'est bien les lenteurs et lourdeurs administratives. Elles peuvent effectivement anéantir des projets, réduire à néant les espoirs de toute une vie. Une plaie que le capitaine Traoré veut penser dès sa prise de pouvoir. Il a invité les agents de l'État à se démarquer de ces lourdeurs, lesquelles lourdeurs ont déjà fait des victimes. Une de nos équipes a rencontré quelques-unes pour nous. Elle nous raconte leur mésaventures dans cet élément qui porte aussi la griffe de Archimède Boy. Inoussa Dao est sculpteur. En 2016, il a obtenu un marché de gré à gré pour la réalisation de la scénographie
dans le pavillon de la créativité lors de la 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. 6 ans après sa prestation estimée à 7 millions de francs CFA, il n'a toujours pas été payé par les organisateurs de l'événement. Il dit, mais on était 8 à ne pas être réglés. Donc on s'est créé en collectif et on est allé voir le responsable en son temps, qui nous a fait comprendre en son temps que le DAF qui devait envoyer tous les contrats pour que le comptable signe ne l'a pas fait pendant l'édition. Il était débordé, donc c'est après l'édition qu'il a envoyé. Et ce dernier a refusé aussi de signer parce que voilà, c'était pendant l'édition qu'on devait le faire. Donc il y avait un problème interne que Medelaire donnait du temps pour qu'il règle ce problème interne et puis ils allaient nous revenir. Dès lors, va débuter un balai procédural qui va conduire ce dossier successivement auprès du conseil d'administration du CIAO, du ministère du Commerce, de l'économie et aux dernières nouvelles à l'ASCE-LC, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Pour Inoussa Dao, c'est un manque à gagner qu'il faut combler car toutes ces prévisions sont tombées à l'eau. Quand ils avaient dit qu'ils allaient nous régler dans les jours à venir, j'avais même planifié, on avait planifié avec ce budget pour même participer à des foires à l'extérieur. On avait même réservé un salon pour la foire de Berlin, en comptant sur la bonne volonté et la bonne foi de l'administration du CIAO. Chose qui ne s'est pas tenue, on a décalé. Déçu, cet artisan dit s'en remettre à la bonne foi du directeur général du CIAO. Il nous confie que selon ce dernier, ce n'est pas un problème de ressources au niveau de l'État, mais plutôt de procédure. Information confirmée par Dramantou, le directeur général du CIAO, qui met cette situation sur le compte du changement entre 2016 et 2017 des textes fixant les procédures de passation des marchés publics au Burkina Faso. Jusqu'en 2018, où le conseil d'administration de l'époque, qui avait un autre président, a pris la délibération pour demander la régularisation de cette dépense qui n'avait pas suivi les procédures indiquées parce qu'elles étaient moins connues par les financiers qui devraient faire ça. Tout est mis en œuvre par l'État pour le règlement de ce passif, rassure-t-il. Ce cas illustre bien ce qui se passe à certains niveaux de l'administration publique burkinabé. Ce médecin en a fait aussi les frais. Sorti de la faculté de médecine de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou en 2015, il a obtenu une bourse pour sa spécialisation en oncologie radiothérapie au Maroc. Mais son dossier validé par l'État chérifien et transmis à l'administration publique burkinabé restera introuvable plusieurs mois durant, lui faisant perdre une année. Il garde encore un amer souvenir de cette étape de sa carrière. Je dirais que plus ou moins on a été victime de cette lourdeur parce que voilà, ça nous a mis un peu en retard. Et bon, on a certes fini la spécialité, mais on a perdu une année avant d'y aller. Nous apprenons qu'après lui, un autre groupe de médecins a subi le même calvaire, perdant ainsi 2 années avant d'obtenir récemment son ticket pour une spécialisation hors du pays. Pour Thomas Bagemzanré, entrepreneur et ancien maire de la commune de Kindi, dans la région du centre-ouest, certaines lourdeurs administratives sont sciemment créées par des agents publics en vue d'exiger de l'argent aux usagers. Un paysan qui quitte de ta collectivité, qui quitte 30 km, 20 km, pour venir prendre un papier, vous arrivez, au lieu de lui tirer pour le remettre, vous lui dites qu'il faut revenir dans 2 jours. Et le type, finalement, finit par se dire, ah, si est-ce que je vois un tel ne va pas voir un tel pour prendre 5 francs ou 500 francs ou quoi, pour que on puisse tirer finalement mon acte de naissance de mon enfant pour moi. Avec l'association des municipalités du Burkina, nous étions arrivés à discuter chaque fois avec le ministre des Finances pour essayer donc de diminuer les lourdeurs administratives. Et il fut un moment où nous avons fait le point des lourdeurs administratives. On se retrouvait après d'une 60aine de lourdeurs administratives. 60 dans la chaîne de paiement. Du côté de l'AJB, l'association des journalistes du Burkina,
La presse, dans sa quête de l'information, est aussi confrontée à cette lourdeur administrative qui s'apparente à ceci. Lorsque quelqu'un n'a pas envie de donner l'information et que vous lui en faites la demande, la personne naturellement va trouver des moyens de vous faire traîner. Donc en vous disant peut-être qu'il va se référer à un supérieur. D'abord, très souvent, ce qu'on demande aux journalistes, c'est quoi? Il faut envoyer un protocole de questionnaire. Alors que vous avez juste besoin de voir quelqu'un, de vous entretenir avec la personne, peut-être 5-10 minutes, ça pose problème. Voilà, donc ça joue sur la qualité de l'information. Par moment, c'est tout simplement que vous êtes dans l'incapacité même de produire votre article parce qu'il peut être la principale source dont vous avez besoin pour pouvoir faire votre travail. Comme vous pouvez le constater, plusieurs secteurs du pays sont affectés par ce phénomène. Ces acteurs s'accordent donc sur la nécessité de changer la donne. Ils nourrissent tous l'espoir que les lignes vont bouger, surtout après le discours tenu par le capitaine Ibrahim Traoré le 2 octobre dernier face aux secrétaires généraux des ministères. Chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Un élément de Archimède Boy et Océane d'abonnés. L'actualité hors de nos frontières ce mardi, c'est l'appel du candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire à la prochaine élection présidentielle au président de la transition malienne. En marge de la célébration de l'an 1 de son parti, Laurent Gbagbo a justement appelé Assimi Goïta à la libération des soldats ivoiriens détenus au Mali il y a de cela 3 mois. Plus de précisions avec nos confrères d'Africa News. Alors que sa formation politique, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, soufflait sa première bougie lundi à Abidjan, Laurent Gbagbo s'est invité dans le dossier des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis maintenant 3 mois. L'ex-président ivoirien a demandé au président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, de jouer la carte de la fraternité. On doit demander à Assimi Goïta, c'est comme ça qu'on appelle au président Assimi Goïta, de passer à sa fraternité d'armes avec ceux qui sont en prison là-bas. Une année après sa création, le PPACI pense déjà à la conquête du pouvoir. Et pour la présidentielle prévue en Côte d'Ivoire dans 3 ans, le nom du candidat qui défendra ses couleurs est presque connu. Pour ces élections de 2027, le président Laurent Gbagbo est notre candidat naturel. Pour le secrétaire général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'alternative à cette candidature. Dans la page sport de ce journal, je vous l'annonçais en début d'édition, depuis hier, on connaît le meilleur joueur de football de l'année. Le Ballon d'Or 2022 est attribué à Karim Benzema du Real Madrid. Au compteur, il enregistre 44 buts en 46 matchs, sans compter ses exploits à la Liga et à la Ligue des Champions. Meilleure performance footballistique donc de l'année, Benzema a reçu ce lundi des mains de Zinedine Zidane, Ballon d'Or 98, la plus haute distinction individuelle du football. Karim Benzema rejoint ainsi le panthéon du football. Retour sur cet temps fort avec nos confrères d'Euronews. Karim Benzema rejoint le panthéon du football. L'attaquant français du Real Madrid, formé à Lyon, a remporté lundi le Ballon d'Or qui couronne une saison exceptionnelle. En club, Benzema a décroché une Liga et une Ligue des Champions et marqué 44 buts en 46 matchs, devenant le 2e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid derrière Ronaldo. Au classement du Ballon d'Or, Karim Benzema a devancé Sadio Mané, l'attaquant sénégalais, passé l'été dernier de Liverpool au Bayern Munich. Arrivent ensuite Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Vinicius, Luka Modric et Erling Haaland. Âgé de 34 ans, Karim Benzema devient le 5e Français à remporter le prestigieux Ballon d'Or après Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Michel Platini et Raymond Kopa. Benzema aura à nouveau l'occasion de briller cet hiver au Qatar lors de la Coupe du Monde, un trophée majeur qui manque encore à son prestigieux palmarès.
Sur le podium de ce prestigieux prix aussi hier, le Sénégalais Sadio Mané qui a terminé deuxième dans la course au Ballon d'Or. Il ne l'a pas arraché mais repart avec le prix Socrates, le tout premier d'ailleurs pour son engagement communautaire dans son pays. L'on retiendra aussi que c'est la deuxième fois qu'un footballeur africain monte sur cette plus haute marche après le sacre de George Weah en 1995. Les précisions cette fois-ci avec nos confrères d'Africa News. Sadio Mané termine deuxième dans la course au Ballon d'Or. C'est seulement la deuxième fois qu'un footballeur africain se hisse sur le podium du prestigieux trophée après le sacre de George Weah en 1995. Le Sénégalais a également remporté hier soir à Paris le tout premier prix Socrates de l'histoire pour le récompenser de ses œuvres sociales au Sénégal. L'an dernier, Sadio Mané avait inauguré un hôpital flambant neuf dans son village natal de Bambali en moyenne Casamance. En quelques mois, il aurait investi près d'1 million d'euros dans le développement d'infrastructures, que ce soit une école, une station-service ou un bureau de poste. Chaque mois, le joueur du Bayern offre à chaque famille du village un forfait de soutien de 70 € et a également attribué une prime de 400 € aux meilleurs élèves du lycée du village. Une générosité qui lui vaut aujourd'hui les honneurs du football international. De retour chez nous au Burkina Faso, nous parlons sport toujours, cette fois-ci du noble art burkinabé. Entendez par là la boxe, cette discipline sportive reprend des couleurs depuis le renouvellement du bureau de la structure fédérale en 2020. De nouveaux clubs ont vu le jour et les compétitions majeures comme le championnat national se tiennent malgré les difficultés financières. Dans l'élément qui va suivre, le directeur technique national Pierre Bouda analyse l'état des lieux de la boxe burkinabé et les perspectives qui s'offrent à nos pugilistes. Madizongo, reportage. La boxe qui a vécu des moments difficiles les 5 dernières années semble renaître de ses cendres. Le nouveau bureau fédéral organise tant bien que mal les compétitions et de nouveaux clubs voient le jour à travers le pays. C'est vrai, il y avait une léthargie au niveau de la boxe. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que la boxe se porte un peu mieux parce que nous avons des créations de plusieurs clubs. Nous avons autour de presque la 50aine de clubs. Voilà, nous avons Ouri, Boromo, nous avons Gawa, nous avons Piscila. Donc nous avons en tout cas pas mal de clubs et qui participent régulièrement au championnat national. Si les rings ont repris vie au niveau de la boxe amateur, la boxe professionnelle continue de broyer du noir. Mais l'horizon pourrait s'éclaircir si des promoteurs décidaient de mettre la main à la poche. C'est que depuis la génération des Soutoké, Alexis Kaboré, Yoyo et Idrissa Kaboré, là c'est comme s'il y avait une petite pause au niveau de la boxe professionnelle. Mais de nos jours, c'est en train de reprendre. Il y a Abel Nkiema Abel, il y a également Mathias Napango, il y a d'autres boxeurs qui sont en tout cas dans les couloirs, qui attendent seulement que des promoteurs viennent vers eux pour les lancer dans les starting blocks et en tout cas ils feront la gloire. Voilà, en tout cas ils vont hisser haut le drapeau du Burkina. La boxe féminine reste au stade des intentions malgré la volonté des filles burkinabées de pratiquer le noble art. Le directeur technique national rassure de la volonté de sa structure de fabriquer des championnes burkinabées de boxe. Et quand nous sommes allés à Sierra Leone, nous avons vu l'importance également de la boxe féminine. C'est-à-dire que si on avait ne serait-ce que 2 ou 3 boxeuses, elle pouvait hisser le drapeau du Burkina. Le Niger est venu avec une fille qui est repartie avec une médaille d'argent. Ça veut dire que si on avait aussi 2 ou 3, elle pouvait nous ramener des médailles, et même sur le plan national. Donc c'est bon que nous commencions dès à présent également à instaurer et à travailler pour la boxe féminine. Depuis la retraite de la génération de Bourema Alexis Kaboré Yoyo, la boxe burkinabé se cherche un porte-drapeau. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À demain pour un autre point de l'actualité. D'ici là, prenez grand soin de vous et des autres autour de vous. Bonsoir.